19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Ce chiffre alarmant, 96% des habitants de Raza sont confrontés à une grave insécurité alimentaire. Reprise des négociations sur le nucléaire iranien, l'ayatollah Ali Khamenei déclare que Donald Trump rêve s'il pense avoir détruit les sites nucléaires. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit le ministre espagnol de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf reçoit le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique Raphaël Grossi en visite officielle à Alger. Et puis nous évoquerons le conflit russo-ukrainien avec Moscou qui accuse Kiev d'entraver la recherche d'un accord de paix. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Le cessez-le-feu à Raza vole en éclats. L'armée sioniste a assassiné 2 Palestiniens ce lundi dans l'est de la ville de Raza. Dimanche, des sources médicales citées par l'agence de presse Wafa ont annoncé le martyre de 44 citoyens palestiniens suite à des tirs des forces sionistes dans différentes zones de la bande de Raza, alors que le cessez-le-feu est en vigueur depuis le 9 octobre dans l'enclave. Le bilan du génocide sioniste dans la bande de Raza depuis le 7 octobre 2023 s'élève désormais à 68 159 martyrs selon les autorités palestiniennes de la santé. Et l'Office central des statistiques de Palestine a révélé qu'environ 96% des habitants de la bande de Raza sont confrontés à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire grave. Dans un rapport publié à l'occasion de la Journée mondiale de la statistique ce lundi, l'Office a ajouté que les premières évaluations montrent qu'environ 90% de la bande de Raza est complètement détruite, l'occupation ayant détruit au moins 330 000 logements, en plus de 85% des infrastructures du territoire. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a alerté dimanche soir sur la situation catastrophique des prisonniers palestiniens détenus dans les geôles de l'occupation sioniste. Dans un communiqué, le porte-parole du mouvement, Abdelrahman Shdid, a déclaré que la mort du prisonnier Mahmoud Talal Abdallah, originaire du camp de Jénine au nord de la Cisjordanie occupée après une longue lutte contre le cancer dans les prisons de l'occupation à cause de la négligence médicale délibérée et de la torture lente pratiquée dans ces prisons, constitue un nouveau crime venant s'ajouter au registre de l'occupation contre les prisonniers palestiniens. Le Hamas a dénoncé les conditions inhumaines et les violations flagrantes du droit international auxquelles sont confrontés les prisonniers palestiniens au quotidien. À retenir également que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a rejeté ce lundi une offre de reprise des négociations du président américain Donald Trump. Il a également nié son affirmation selon laquelle les États-Unis auraient détruit les capacités nucléaires de l'Iran. Téhéran et Washington ont engagé 5 cycles de négociations nucléaires indirectes suivis de 12 jours d'agression sioniste en juin dernier, au cours desquels l'entité sioniste et les États-Unis ont bombardé des sites nucléaires iraniens. Il se vante d'avoir bombardé et détruit l'industrie nucléaire iranienne. Eh bien, continuez à rêver. Mais que faites-vous donc? Si un pays possède une industrie nucléaire, vous interférez et lui dictez ce qu'il doit faire ou non. Quel est votre rôle dans le monde? Quel rapport avec l'Amérique que l'Iran possède ou non des capacités et une industrie nucléaire? Ces ingérences sont illégitimes, inappropriées, injustes et arrogantes. Il se vante d'avoir assassiné des scientifiques iraniens. Certes, vous avez assassiné des scientifiques, des gens comme Tehranchi Abbasi et leurs semblables, mais vous ne pouvez pas assassiner le savoir. Et retour en Algérie avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a reçu ce lundi le ministre espagnol de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska
Gomez. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, M. Boualem Boualem, et du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud. De son côté, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi au siège du ministère le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, qui effectue une visite officielle en Algérie. À cette occasion, le ministre d'État a eu un entretien en tête-à-tête avec Raphaël Grossi, permettant aux deux parties de passer en revue les différents axes de coopération entre l'Algérie et l'AIEA dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et d'examiner les perspectives de leur élargissement et leur promotion, notamment dans les domaines liés au développement durable comme la santé, l'agriculture, les ressources hydriques et les énergies renouvelables. Toujours en Algérie, le Premier ministre Sifir Reyeb a présidé ce lundi au Palais des Nations la cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil national économique, social et environnemental, validant ainsi leur qualité de membres du Conseil pour le mandat 2025-2029. À noter que le CNESE est une institution consultative et un cadre de dialogue, de concertation et de proposition dans tous les domaines de la vie du citoyen et de la nation. L'Algérie est très grande, c'est nous qui sommes petits. L'Algérie avance aujourd'hui d'un pas ferme vers la réalisation d'un développement durable, fondé sur une économie diversifiée, une société solidaire et un environnement préservé. Cela nécessite de redoubler d'efforts afin de concrétiser la vision de Monsieur le Président de la République, reposant notamment sur le renforcement de la transparence, de la bonne gouvernance, de la diversification de la base productive et de l'encouragement de l'innovation. Ajoutant à cela l'investissement dans le capital humain, la poursuite du processus de numérisation ainsi que la concrétisation de la transition vers une économie verte et une énergie propre. Les travaux de la réunion bilatérale entre le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, et son homologue espagnol Fernando Grande Marlaska ont eu lieu ce lundi à Alger. Une rencontre consacrée à l'examen de plusieurs dossiers d'intérêt commun, notamment la sécurité et la protection civile, la sécurité routière, la gestion des catastrophes et autres. Rappelons que le ministre espagnol de l'Intérieur avait entamé dimanche soir une visite officielle de travail en Algérie. Saïd Saïoud a réitéré que l'Algérie n'avait jamais eu recours au chantage en utilisant la carte de la migration clandestine comme le font d'autres parties. Regardez. Il est important d'affirmer que l'Algérie, malgré les pressions et les menaces que constitue ce phénomène, n'utilise nullement la migration irrégulière comme moyen de chantage ou comme monnaie d'échange avec les pays européens, comme le font certains partis, vu qu'il s'agit d'une question humanitaire qui concerne les souffrances de personnes comme nous, que la situation économique et les crises ont poussé à entreprendre cette aventure dangereuse. Les efforts que nous fournissons pour traiter et contenir cette situation sont fondés sur nos intérêts nationaux et correspondent à nos engagements internationaux. Et dans son allocution à l'ouverture des travaux de la réunion bilatérale algéro-espagnole, le ministre de l'Intérieur espagnol Fernando Grande Marlaska a réaffirmé le ferme engagement de son royaume à renforcer les liens de coopération et de partenariat avec l'Algérie, à même de concrétiser les aspirations communes. Je voudrais en premier et avant toute chose mettre en valeur la solidité des relations diplomatiques entre nos deux pays. L'Algérie est un partenaire clé de l'Espagne dans différents domaines, que ce soit pour la coopération bilatérale ou pour les relations internes, qui constituent un vrai partenariat entre nos deux pays. Les efforts fournis par les deux équipes ministérielles jusqu'alors constituent un modèle de coopération fructueuse et constructive entre nos deux pays. Comme l'a souligné M. Saïd, ces efforts et ces développements interviennent dans le cadre du suivi de l'accord signé entre les deux pays en 2008 concernant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.
Aujourd'hui à Alger, au niveau de l'hôtel El Orassi, l'association internationale des Amis de la Révolution algérienne a organisé une rencontre sous le thème « Les blouses blanches et la solidarité avec la lutte du peuple algérien », une incarnation de la dimension humaniste de la lutte pour la libération. Des témoignages émouvants ont fait revivre l'engagement courageux des médecins, infirmiers et autres soignants qui, au péril de leur vie, ont soutenu la révolution algérienne. Maria Chouyer y était pour nous. Au cœur de la guerre, ils ont combattu autrement. Des pansements et du courage à la place des armes. Ils ont soigné dans les maquis, parfois sans lumière, souvent sans repos. Médecins, infirmiers et volontaires sont venus d'ailleurs tendre la main à la révolution algérienne au péril de leur vie. Aujourd'hui, l'Algérie leur rend hommage à travers les voix de ceux qui se souviennent. Les gens du corps médical, pas seulement les médecins, des infirmiers, des infirmières, des brancardiers, des pharmaciens, des gens qui, pour certains, ils ont donné leur vie. Ils ont été tués par le système colonial. D'autres que j'ai connus alors que j'étais un jeune étudiant à Montpellier, que j'ai connus en tant qu'étudiant en médecine, qui ont abandonné leurs études pour rejoindre le maquis, comme les professeurs Toumi, le professeur Ralia, le professeur Ginnes, etc. Alors ces gens-là, nous n'avons pas le droit de les oublier. À 94 ans, Nordine Djoudi porte encore avec émotion la mémoire des siens. Jean-Paul Francou, bien qu'il ne soit pas médecin, avait choisi d'aider autrement, en transportant les poches de sang, les outils de soins, jusqu'aux blessés qui ne pouvaient se déplacer. À travers le souvenir de son épouse, c'est la mémoire de tous ces anonymes que l'Algérie honore aujourd'hui. Mon mari était beaucoup plus... comment dire, il avait plus réfléchi que moi, il s'était plus engagé que moi à l'époque. Il a apporté toute l'aide qu'il pouvait, c'est-à-dire en gros apporter des médicaments pour la zone autonome parce que à l'époque il manquait de tout dans cet hôpital de la zone autonome. Il pouvait pas, les malades ne pouvaient pas, les blessés ne pouvaient pas aller à l'hôpital Mustapha. Ils se faisaient descendre en route. Il a été sollicité pour ça, pour apporter des médicaments, pour apporter aussi des poches pour la transfusion sanguine. Figurez-vous, c'était un des gros problèmes. C'est des petites choses, mais voilà, qui sont quand même tout un témoignage de ce qu'était la révolution algérienne. C'est-à-dire quelque chose qui mobilisait vraiment toute la population. Parmi ces visages du dévouement, celui de cette vieille dame se distingue. Sans formation, sans préparation, elle a appris sur le terrain à soigner, à panser les plaies des moudjahidines, à affronter la douleur et la peur. Devenue infirmière de la Révolution malgré elle, elle raconte comment la guerre a fait d'elle une soignante du maquis. C'était en 56, j'avais pas 14 ans. J'ai pris ma mère en charge. C'est comme ça que je suis devenue infirmière. C'est là où j'ai appris, à faire des soins, malgré moi. Là, je voyais ce qu'elle faisait l'infirmière et les infirmiers. J'ai fait la même chose. Parce qu'elle était à l'état critique. D'ailleurs, elle est morte à la suite de ses blessures. Toute jeune, même pas 40 ans. Je n'arrive pas à oublier, je pleure tous les jours. Des témoignages qui rappellent le courage silencieux de toutes ces personnes algériennes ou étrangères qui ont pris part au combat. Plus d'un demi-siècle après l'indépendance, leur geste reste un symbole, celui d'une fraternité sans frontières. Tout autre chose à présent, la direction du Parti communiste brésilien a réaffirmé sa solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination et a révélé qu'elle s'efforçait de convaincre le président Lula da Silva de reconnaître l'État sahraoui comme il a reconnu l'État palestinien. La rencontre du représentant du Front Polisario au Brésil avec la direction du Parti communiste a permis aux diplomates sahraouis de dénoncer les manœuvres de l'occupant marocain qui tente de confisquer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et d'imposer un fait accompli. Le représentant du Front Polisario au Brésil a également souligné que le peuple sahraoui reste attaché à son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a salué le succès des élections de 16 conseils municipaux dans l'Est, l'Ouest et le Sud du pays, se félicitant du déroulement pacifique du processus électoral sans incident sécuritaire. Sur son site officiel, la mission a félicité tous les électeurs
pour leur engagement en faveur du processus démocratique, comme en témoigne le taux de participation initial de 68% annoncé par la Haute Commission nationale des élections. La mission a également exhorté toutes les parties concernées à respecter l'intégrité du processus et à permettre à la Commission de mener à bien l'ensemble du processus, selon le communiqué. Et la guerre au Soudan ravage tout sur son passage. Les plus touchés sont les civils. Ils sont pas moins de 1730 à avoir été déplacés dans les États du Nord Kordofan ou encore du Nord Darfour en raison de l'aggravation de l'insécurité et des affrontements armés en cours dans le pays. L'OIM a précisé que ses équipes sur le terrain avaient estimé que 230 personnes avaient fui la région d'Al-Mazroub au nord Kordofan jeudi dernier à cause de la dégradation des conditions sécuritaires. L'OIM qui ajoute que 1500 autres personnes avaient été déplacées depuis la région d'Abu Gamra au nord Darfour et avaient été relocalisées dans plusieurs localités de la région de Kornoua où la situation demeure très tendue et instable au cours des dernières semaines. Le contrôle territorial des RSF a fortement diminué à travers le Soudan, tandis que l'armée a élargi ses avancées, reprenant du terrain à Khartoum et dans l'état du Nil Blanc. Le Soudan, toujours une frappe de drone contre un centre de déplacés a fait au moins 60 morts hier dimanche à Al-Fashar, une ville assiégée du Darfour. Les habitants du camp parlent de plus de 50 morts et de plusieurs blessés. Les civils d'Al-Fashar se réfugient dans des abris face aux drones alors que la faim s'aggrave dans la ville assiégée. Les détails à Malamaziane Zitouni. Ici, c'est le centre d'accueil des déplacés de Dar al-Arqam à El-Fashar. Tout a été détruit suite aux attaques des RSF. Les corps des victimes enveloppés dans des couvertures sont toujours sur les lits et sur le sol. Les personnes prises pour cible n'ont jamais porté d'armes. La plupart d'entre eux sont des personnes âgées et des enfants. En pleurs, cette jeune femme raconte son cauchemar. Il s'agit d'un centre d'hébergement. Les RSF nous ont attaqués pendant la nuit. Au matin, vers 3h ou 4h, 2 roquettes nous ont touchés. Plus de 50 personnes ont été tuées sans compter les blessés. Une femme enceinte de 7 mois est décédée à cause de l'hémorragie. Nous sommes des déplacés, nous n'avons rien à voir avec cette guerre. Nous sommes des citoyens qui voulons vivre. Après 2 ans et demi de violence, les habitants de la ville assiégée d'Al-Fashar et les déplacés qui s'y sont réfugiés ne savent plus comment s'en sortir. Tiraillés entre une sévère famine et les violences qui s'accentuent, leur seul salut, ils le doivent à des abris de fortune dans lesquels ils se réfugient tant bien que mal pour échapper aux drones et aux obus. L'incident du drone et ce bombardement n'était pas un cas isolé. Cela arrive environ 3 fois par jour. Et ensuite, nous courons vers les abris. 4 d'entre nous, voire plus, sont morts. Et plusieurs personnes ont été blessées. Honnêtement, je ne connais pas le nombre exact. Le conflit armé a déclenché des massacres ethniques et a créé une crise humanitaire massive. La directrice régionale des urgences de l'OMS aborde le nombre de cas importants de traumatismes engendrés par cette guerre civile. Depuis le début de la crise, plus de 15 000 cas de traumatisme ont été recensés. Pour vous donner un exemple plus récent, en une semaine, près de 500 cas de traumatisme ont nécessité des soins à El-Fashar. Selon l'ONU, plus d'1 million de personnes ont fui El-Fashar pendant les 18 mois de siège imposés par les RSF. Mais partir est devenu dangereux et coûteux. Beaucoup de ceux qui sont encore dans la ville ont creusé des bunkers pour se protéger des frappes répétées contre les civils. Et dans l'actualité également, la défense russe a annoncé que ses systèmes de défense aérienne avaient abattu 129 drones ukrainiens et détruit 3 bombes aériennes guidées en 24 heures. L'agence russe RIA Novosti a rapporté que le communiqué du ministère publié ce lundi faisait état de la destruction d'une grande partie de l'équipement sur lequel comptait l'OTAN, notamment des chars allemands Léopard 2, de nombreux blindés américains et des véhicules britanniques.
Le ministère russe de la Défense a annoncé ce lundi également que ses forces avaient pris le contrôle d'une nouvelle localité dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Dans un communiqué sur le bilan de ces opérations en Ukraine, le ministère a indiqué qu'à la suite d'offensives actives, des unités du groupe des forces centres avaient pris le contrôle de la ville de Lenino dans la région de Donetsk. La Russie qui a par ailleurs déclaré qu'elle travaillait sérieusement avec les États-Unis pour trouver un accord de paix en Ukraine, mais accuse Kiev d'envoyer des signaux contradictoires qui rendent le processus plus difficile. Le Kremlin a également déclaré que Budapest avait été choisi comme lieu du prochain sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump parce que le Premier ministre hongrois Viktor Orban entretient de bonnes relations avec les deux dirigeants, affirme le Kremlin. Nous constatons des déclarations très contradictoires à Kiev. La position du régime de Kiev est elle aussi pleine de contradictions. Tout cela, bien sûr, ne contribue pas au processus de paix. La position de la Fédération de Russie et du président Poutine est cohérente et bien connue. Nous poursuivons nos échanges, notamment avec les Américains, sur la question du règlement du conflit ukrainien. Des travaux sérieux sont en cours et nous verrons comment cela évoluera. Toutes ces contradictions que nous observons à Kiev, bien sûr, ne contribuent pas à ce processus. Au contraire, elles le compliquent. Et puis, comme vous le savez, le président Trump entretient des relations plutôt chaleureuses avec Orban et le président Poutine entretient avec lui une relation très constructive. Ceci a bien sûr grandement contribué à l'entente obtenue lors de notre récent entretien téléphonique. Le vol de bijoux au musée du Louvre a jeté la France sous un jour déplorable. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le ministre de la Justice Gérald Darmanin, alors que les politiciens de l'opposition critiquent le gouvernement pour ce qu'ils ont qualifié d'humiliation nationale. Le vol que plusieurs journaux ont qualifié de casse du siècle a fait la une des journaux du monde entier. L'effraction a soulevé des questions gênantes sur la sécurité du musée qui abrite des œuvres d'art telles que la Joconde et qui a accueilli 8,7 millions de visiteurs en 2024. Le musée est resté fermé ce lundi. Le ministre français de la Justice Gérald Darmanin parle d'un échec sur toute la ligne et d'une défaillance. Je pense que les Français ce matin, ils ont tous un peu l'impression, enfin je crois une grande majorité de Français d'avoir été cambriolés. Et de même que Notre-Dame, quand elle brûlait, c'était notre église qui brûlait, même si on n'était pas catholique, se faire voler des bijoux au Louvre de façon aussi rocambolesque, c'est effectivement, ça affiche mal. Et par ailleurs, c'est une image de la France très négative. Il y a beaucoup de musées à Paris, il y a beaucoup de musées en France, il y a des valeurs inestimables dans ces musées. Ouais. Le fait que les vitres, par exemple, n'aient pas été sécurisées, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'il y a un monte de charge sur la voie publique, c'est une question qu'on peut se poser. Pour avoir été mise à l'intérieur, je sais qu'on ne peut pas faire non plus la sécurisation totale de tous les lieux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons failli, puisqu'on est capable de mettre un monte de charge en pleine rue de Paris, faire monter des gens en quelques minutes pour récupérer des bijoux inestimables et donner une image déplorable de la France. Le vainqueur des élections en Bolivie, Rodrigo Paz, s'est adressé dimanche soir à ses partisans, annonçant qu'il mettrait fin à la pénurie de carburant qui frappe le pays après avoir remporté 54,5% des voix, battant son adversaire Jorge Tuto. Paz s'est exprimé après que le tribunal suprême électoral a annoncé les résultats préliminaires et que Quiroga a reconnu sa défaite. La victoire du sénateur de 58 ans marque un tournant historique pour le pays sud-américain, gouverné presque sans interruption depuis 2006 par le mouvement vers le socialisme bolivien et qui bénéficiait autrefois d'un soutien écrasant de la majorité indigène du pays. Le nouveau président prend ses fonctions le 8 novembre. A partir del 8 de noviembre, À partir du 8 novembre, la Bolivie ne sera plus confrontée à des pénuries de carburant. Avec le soutien des pays partenaires avec lesquels nous avons collaboré, chaque mesure que nous avons prise a été au service du peuple bolivien. Notre objectif est d'établir un gouvernement stable et d'amorcer les changements transformateurs qui s'annoncent. La patrie nous a permis de rester pour un autre tour et, lors du second tour, nous avons répété jusqu'à l'épuisement que si le peuple bolivien ne nous élisait pas, nous tendrions la main aux vainqueurs aujourd'hui.
Aujourd'hui, forts de notre victoire, nous tendons cette même main pour gouverner aux côtés de tous ceux et celles qui aiment la patrie. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques instants, le journal africain avec Nariman Sekar.